7 décembre 1941, 7h55 du matin. Pearl Harbor, USS West Virginia. Le feu. L'eau envahissant les compartiments à une vitesse terrifiante. Et au milieu de cet enfer, un cuisinier noir. Sans entraînement au combat, sans autorisation de toucher aux armes. Sur le point d'affronter 4 chasseurs zéro japonais avec une mitrailleuse calibre 50 qu'il n'avait jamais utilisée de sa vie. La marine des États-Unis a affirmé pendant des années que cela ne s'était jamais produit, que l'histoire était exagérée, impossible, de la propagande de guerre. Voici pourquoi ils avaient tort. Son nom était Doris Miller, né le 12 octobre 1919 à Waco, au Texas, 3e enfant d'une famille de paysans noirs en pleine Grande Dépression. Son père, Connery Miller, travaillait dans les plantations de coton. Sa mère, Henrietta, cuisinait pour les familles blanches. La vie était difficile, les opportunités pratiquement inexistantes. En 1939, à 19 ans, Doris prit une décision qui allait changer sa vie. Il s'engagea dans la marine des États-Unis. Pas parce qu'il rêvait de devenir un héros de guerre, pas parce qu'il avait une quelconque passion militaire. Il s'est engagé parce que c'était l'un des seuls moyens pour un jeune noir de l'intérieur du Texas d'échapper à la pauvreté, recevoir un salaire fixe, 3 repas par jour. Une chance. Mais la marine en 1939 avait des règles très claires concernant les hommes noirs. La politique officielle stipulait « le personnel noir n'est pas apte aux fonctions de combat ». Ce n'était pas des mots voilés, ce n'était pas du préjugé déguisé. C'était une politique imprimée, officielle, institutionnalisée. Les hommes noirs pouvaient en servir, mais uniquement dans une position, messman, cuisinier, blanchisseur, steward de bord, servir le café aux officiers blancs, laver les vêtements, nettoyer les latrines. Aucune exposition au combat, aucun entraînement aux armes, aucune chance de prouver quoi que ce soit d'autre que leur capacité à servir les repas sans renverser l'assiette. Doris Miller fut affectée à l'USS West Virginia, un cuirassé de classe Colorado mis en service en 1923, mesurant 190 mètres de long avec un déplacement de 33 000 tonnes. C'était une forteresse flottante, 8 canons de 40 cm, des dizaines de mitrailleuses anti-aériennes Browning, un équipage de plus de 1500 hommes. Et Doris, il lavait les vêtements. Sa fonction officielle était de collecter les uniformes sales, les laver, les repasser, les rendre aux officiers, servir le petit déjeuner, nettoyer les cabines, répéter, tous les jours, sans variation. Sans exception, la vie d'un messman était une routine inflexible de servitude institutionnalisée. Mais il y avait une chose que Doris Miller faisait qui le distinguait parmi les autres 60 messmen à bord du West Virginia. Il se battait. Doris était le champion poids lourd de boxe du navire. 1,83 mètres de hauteur, 90 kilos de pur muscle, réflexes rapides, force brute. Lors des tournois internes de la marine, il mettait ses adversaires KO avec une facilité qui impressionnait même les officiers les plus sceptiques. La boxe était le seul domaine où un homme noir pouvait rivaliser sur pied d'égalité, où la couleur de peau n'avait pas d'importance. Seule comptait la force des poings. En dehors du ring, il n'était qu'un cuisinier de plus. 7 décembre 1941. Pearl Harbor était en alerte minimale. Dimanche matin, jour de congé, la moitié de l'équipage à terre, l'autre moitié dormant ou prenant tranquillement son petit déjeuner. Personne ne s'attendait à quoi que ce soit. La guerre se passait en Europe, en Asie, pas à Hawaï, pas là. L'USS West Virginia était ancrée dans la Battleship Row, la rangée de cuirassés amarrés le long de l'île Ford. C'était une position de prestige, une position de fierté, et comme cela deviendrait clair dans quelques minutes, une position de cible parfaite. À 7h55, Doris Miller était sur le pont inférieur, ramassant des vêtements sales à laver. Routine, un jour de plus. Et puis le monde explosa. 183 aéronefs japonais. Bombardiers en piqué Aichi D3A, torpilleurs Nakajima B5N, chasseurs 0 Mitsubishi A6M. La première vague de l'attaque coordonnée la plus dévastatrice que les États-Unis aient jamais subie sur leur propre sol. L'USS West Virginia fut touchée presque immédiatement. 7 torpilles, 2 bombes, dans les 10 premières minutes de l'attaque. Chaque torpille, type 91, portait 205 kg d'explosifs, conçus spécifiquement pour percer la coque des cuirassés, et elles percèrent.
l'une après l'autre. Des explosions qui déchirèrent le côté bâbord du navire comme du papier, l'eau de mer envahissant les compartiments à une vitesse terrifiante. Des marins piégés, se noyant, hurlant. Doris était sous le pont lorsque la première torpille frappa. L'explosion le projeta contre le mur. Les lumières s'éteignirent, les alarmes retentirent. L'eau commença à entrer. L'odeur d'huile brûlée, de fumée, de poudre. Des cris résonnant dans les couloirs métalliques, le chaos absolu. Il ne réfléchit pas. Il agit simplement. Il remonta en courant par les couloirs inondés, passa devant des marins blessés, titubants, en état de choc, certains demandant de l'aide, d'autres immobiles. Doris n'hésita pas. Il savait que s'il restait là, il se noierait. Mais lorsqu'il arriva à un compartiment près de la proue, il entendit des voix, des cris étouffés, des hommes piégés derrière une porte d'acier bloquée par l'explosion. Il s'arrêta. Voici la partie que la plupart des récits ne mentionnent pas. Doris Miller avait toutes les raisons de ne pas s'arrêter. L'eau montait, le navire coulait, chaque seconde comptait. La doctrine militaire était claire. En situation d'abandon imminent, chacun pour soi. Mais il s'arrêta. Il força la porte. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le métal était déformé, presque impossible à bouger. Mais il était le champion poids lourd, et il utilisa chaque gramme de cette force pour arracher la porte de ses gonds et libérer 6 marins qui, autrement, se seraient noyés dans les 3 minutes suivantes. Il continua à monter. Sur le pont supérieur, il trouva son officier commandant, le capitaine Mervyn Bennion, effondré, gravement blessé par des éclats d'obus provenant d'une bombe qui avait explosé près de la tour de commandement. Bennion saignait, conscient mais incapable de bouger. Doris le porta, à travers la fumée, à travers le feu, à travers des débris de métal tordus et de l'huile glissante. Il porta un homme qui pesait presque autant que lui, sur une distance de 30 mètres, jusqu'à un endroit plus sûr. Et puis, lorsqu'il arriva enfin sur le pont découvert, il vit quelque chose qui allait changer le cours des 15 prochaines minutes de sa vie. Une mitrailleuse antiaérienne Browning inoccupée. Les artilleurs d'origine étaient morts ou blessés. L'arme était là, intacte, munitions chargées, pointée vers le ciel. Et descendant vers le navire, 4 chasseurs zéro japonais, mitraillant le pont, tuant quiconque se trouvait à découvert. Doris Miller regarda la mitrailleuse, une arme qu'il n'avait jamais utilisée, pour laquelle il n'avait jamais été formé. Que la politique de la marine interdisait aux hommes noirs de toucher, les zéros étaient à 400 mètres, se rapprochant rapidement. 300 mètres. Il avait 2 secondes pour décider, suivre les règles et se cacher, ou s'emparer de cette mitrailleuse et faire ce que personne n'attendait d'un cuisinier noir. Il tendit la main. Ce qui se passa durant les 17 minutes suivantes ferait que la marine nierait cette histoire pendant des années. La main de Miller était sur la mitrailleuse Browning. L'arme était là, sans opérateur. Le marin qui l'opérait était mort ou trop blessé pour continuer. Autour de lui, l'USS West Virginia était systématiquement détruit par des bombardiers en piqué japonais et des avions torpilleurs. Miller n'avait aucune formation avec cette arme. 0. Il était cuisinier, sa fonction était de servir les repas, laver la vaisselle, obéir aux ordres. La mitrailleuse Browning ne figurait pas dans son manuel d'instruction. C'était une arme complexe. Mécanisme de chargement, visée, gestion du tir soutenu, contrôle du recul. Elle nécessitait des heures de formation spécialisée. À quelques mètres, un autre marin, un sous-officier blanc, saignait sur le pont. Il connaissait l'arme mais était trop blessé pour l'utiliser. Ses mains tremblaient. Il ne pouvait pas se relever. Ce fut alors que l'officier cria « Miller, vous pouvez faire marcher ça ?» Cette question était absurde. Miller était noir. Les Noirs n'opéraient pas d'armement lourd dans la marine des États-Unis en 1941. C'était contre les règles. Mais les règles brûlaient avec le navire. L'officier ne demandait pas si Miller en avait la permission. Il demandait s'il pouvait essayer. Miller regarda l'arme, regarda le ciel rempli d'avions japonais, regarda les marins mourant autour de lui. « Je peux essayer, monsieur. » Permission implicite sous le chaos. À ce moment-là, la hiérarchie raciale de la marine des États-Unis fut renversée non par la politique, mais par pure nécessité de survie. Et Miller, l'homme qui avait passé des mois à transporter des munitions sans avoir le droit de les utiliser, reçut enfin l'autorisation de se battre. Ce n'était plus une question de servir du café,
C'était une question de survie. Miller observa rapidement l'arme, sans manuel, sans instructeur, sans temps. Les avions japonais effectuaient des passages de mitraillage, descendant rapidement, tirant, remontant à nouveau. Chaque passage tuait plus de marins. Il chargea l'arme comme il avait vu d'autres le faire, tira la culasse, positionna la bande de munitions, visa le ciel, première rafale, complètement hors cible. L'arme faillit s'enrayer. Le recul était brutal, bien plus fort que Miller ne s'y attendait. La mitrailleuse Browning tire entre 600 et 800 coups par minute. Le recul est extrême. Si vous ne savez pas le contrôler, l'arme monte et vous ratez complètement votre cible. Miller ajusta, instinctivement, corrigea la visée, contrôla le recul, trouva le rythme. Sa coordination athlétique, des années d'entraînement comme boxeur, se traduisit en contrôle de l'arme. Il apprit à anticiper le mouvement, à compenser la force, à maintenir le canon stable. Les héros japonais s'approchaient à nouveau. A6M0, 530 km/h de vitesse maximale, hautement manœuvrable, blindage minimal, distance d'engagement, 180 à 450 mètres. Pour toucher, Miller devait anticiper la trajectoire de vol, devancer la cible, tirer des rafales soutenues. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Mais il apprenait. Vite. Deuxième zéro approchant. Miller suivit le mouvement, anticipa la trajectoire, devança la cible, tira. Rafale soutenue. 3 secondes, 4 secondes. Le zéro commença à émettre de la fumée. Le moteur fut touché. Le pilote tenta de contrôler, mais l'avion perdait rapidement de l'altitude. Il s'écrasa dans le port. Première victoire confirmée. Miller sentit l'adrénaline couler. Ce n'était pas du triomphe, c'était une concentration pure. Il venait d'abattre un avion ennemi sans jamais avoir été formé pour cela. Troisième zéro, plus confiant maintenant. Miller devança parfaitement la cible. Tira. Le zéro explosa en l'air. Deuxième abattage confirmé. Les marins autour commencèrent à remarquer. Qui opère cette mitrailleuse? C'est le cuisinier. Miller abat des avions. Quatrième zéro. Ce pilote tenta une manœuvre de bombardement en piqué, descendit rapidement, directement vers le navire, tentant de larguer une bombe et de s'échapper. Miller suivit, anticipa, compensa la vitesse, tira. Le zéro fut touché pendant la descente. La bombe fut larguée trop tôt, tomba dans l'eau. L'avion tenta de remonter mais perdait le contrôle, s'écrasa dans l'océan. Troisième abattage. Cinquième zéro. Le pilote tenta des manœuvres d'évitement, changea rapidement de direction, essayant de confondre le tireur, mais Miller ajusta. Il n'essayait plus, il maîtrisait. Rafale longue, soutenue, précise. Le zéro fut touché aux ailes, puis au moteur. Il explosa. Quatrième abattage confirmé. 4 avions japonais abattus, par un homme sans entraînement, par un cuisinier noir qui, techniquement, n'aurait même pas dû toucher cette arme. Puis les munitions s'épuisèrent. Le canin de la mitrailleuse était surchauffé, fumant. Miller lâcha l'arme. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'adrénaline pure. L'USS West Virginia coulait. L'ordre tomba. Abandonner le navire. Miller ne courut pas vers les canaux de sauvetage. Il poursuivit les efforts de sauvetage. Plongea dans l'eau, tira des marins blessés hors du mazout en flammes, porta des hommes qui se noyaient, sauva des vies même pendant que le navire sombrait. Et pendant ce temps, la nouvelle se répandait parmi les survivants. Ce cuisinier a abattu 4 zéros. Des officiers blancs en furent témoins directs. D'abord, l'incrédulité. Un cuisinier, 4 avions. Mais de multiples témoignages oculaires confirmèrent l'histoire. Les marins qui étaient sur le pont virent, racontèrent, répétèrent. Les actions de Miller devinrent légendaires à bord des navires survivants. L'histoire se répandit dans la flotte du Pacifique de manière non officielle mais rapidement. Tu as entendu parler du cuisinier du West Virginia. Il a descendu 4 zéros sans jamais avoir été entraîné. Reconnaissance non officielle, diffusion entre pairs. Les marins savaient ce que Miller avait fait, mais les rapports officiels de la marine? Silence. Pearl Harbor, 2403 Américains tués, 8 cuirassés endommagés ou détruits. L'attaque qui entraîna les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Les actions de Miller auraient dû lui valoir la Medal of Honor immédiatement. Il sauva des vies, abattit des avions ennemis, fit preuve d'un héroïsme exceptionnel sous le feu. Au lieu de cela, il fut muté silencieusement. Aucun registre officiel de son rôle au combat.
Aucune mention dans les rapports, aucune décoration. Pourquoi? Parce que les politiques raciales de la marine entraient en conflit avec la réalité de son héroïsme. Admettre qu'un cuisinier noir avait surpassé des marins blancs entraînés au combat aérien était politiquement impossible en 1941. Miller retourna au travail, de retour en cuisine, de retour à servir les repas, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé, et la pression nationale était sur le point de forcer la main de la marine. Mais le silence de la marine ne put contenir l'histoire. Début 1942, tandis que la marine ignorait officiellement Doris Miller, la presse noire américaine refusa de se taire. Le Pittsburgh Courier publia des témoignages oculaires. Le Chicago Defender interrogea des survivants qui avaient vu Miller à la mitrailleuse. Et chaque article posait la même question gênante. Si l'héroïsme de Miller était réel, pourquoi la marine gardait-elle le silence? La NAACP lança une campagne nationale. Le message était chirurgical. Si les actions de Miller sont vraies, reconnaissez-le. Si elles ne le sont pas, expliquez pourquoi tant de témoins mentent. La Maison-Blanche commença à ressentir la pression. L'administration Roosevelt avait besoin du soutien de la communauté noire pour l'effort de guerre. Des millions de travailleurs noirs dans les usines d'armement. Des centaines de milliers de soldats noirs en cours de recrutement. Et tous posaient la même question. Pourquoi la marine cache-t-elle un héros? La marine était prise entre ses propres politiques raciales et la nécessité politique. En mars 1942, elle céda finalement. Des enquêteurs furent envoyés à Pearl Harbor. Des témoins furent formellement interrogés, et chaque déposition confirma la même chose. Doris Miller, un cuisinier qui n'avait jamais eu la permission de toucher des armes à feu, avait opéré une mitrailleuse anti-aérienne sous un feu intense et abattu des avions japonais. La vérité ne pouvait plus être ignorée. Le 27 mai 1942, 6 mois après Pearl Harbor, l'amiral Chester Nimitz monta à bord du porte-avions USS Enterprise dans le Pacifique. La cérémonie fut formelle, officiers alignés, caméras prêtes. Et là, devant l'équipage rassemblé, Nimitz épingla la Navy Cross sur la poitrine de Doris Miller. La Navy Cross, la deuxième plus haute décoration de la marine américaine. Miller devint le premier marin noir à la recevoir pendant la Seconde Guerre mondiale. La citation officielle disait « Pour dévouement extraordinaire au devoir, courage exceptionnel et mépris total de sa propre sécurité personnelle lors de l'attaque de Pearl Harbor ». C'étaient des mots puissants, une reconnaissance authentique. Mais il se passait aussi autre chose. Quelque chose que Miller perçut probablement à ce moment-là. La marine n'honorait pas seulement un héros, elle créait un outil de propagande. Quelques semaines après avoir reçu la Navy Cross, l'image de Miller commença à apparaître sur des affiches de recrutement militaire dans tout le pays. Au-delà de l'appel du devoir, disait le texte, montrant Miller à la mitrailleuse. Le gouvernement organisa des tournées de vente de bons de guerre. Miller prononçait des discours scénarisés dans des villes à travers l'Amérique. Les foules se rassemblaient pour voir le héros de Pearl Harbor. Et il était véritablement héroïque. Mais la marine utilisait son héroïsme authentique pour masquer une réalité inconfortable. Rien n'avait vraiment changé. Miller recevait des applaudissements sur les estrades, tandis que des milliers de marins noirs restaient confinés aux cuisines des navires. Ils portaient la Navy Cross sur la poitrine, tandis que la marine maintenait des politiques de ségrégation sur chaque base, sur chaque navire, dans chaque port. La marine célébrait Miller tout en refusant à d'autres hommes noirs l'opportunité de faire ce qu'il avait fait. Miller était conscient de cette tension. Ses discours publics étaient soigneusement rédigés, mais dans les conversations privées avec d'autres marins noirs, il était plus direct. Il savait qu'il était instrumentalisé. Il savait que sa reconnaissance était stratégique, non transformationnelle. Mais il a continué à servir malgré tout. Pourquoi? Peut-être parce qu'il comprenait quelque chose que la marine n'avait pas prévu, que l'héroïsme authentique ne peut pas être complètement contrôlé par ceux qui le reconnaissent. La reconnaissance avait un prix, mais elle avait aussi des conséquences que la marine ne pouvait pas contrôler. En novembre 1943, Miller fut transféré sur l'USS Lipscomb Bay, un porte-avions d'escorte opérant dans le Pacifique. C'était un navire plus petit, plus vulnérable que les grands porte-avions de combat. À l'aube du 24 novembre 1943, le Lipscomb Bay naviguait près des îles Gilbert, lorsqu'un sous-marin japonais tira une seule torpille. La torpille frappa directement la soute à bombe du navire.
L'USS Liscome Bay coula en 23 minutes. Sur 900 membres d'équipage, 644 périrent. Doris Miller était parmi les morts. Il avait 24 ans. 2 ans après être devenu un héros à Pearl Harbor. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement. La presse noire le couvrit comme un martyr et un héros. Des éditoriaux arguaient que Miller représentait tout ce qui n'allait pas avec les politiques raciales militaires. Un homme au courage et aux capacités extraordinaires, mort alors que la marine refusait encore aux autres hommes noirs les mêmes opportunités. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. La mort de Miller amplifia son importance symbolique. Son exemple commença à être cité non seulement comme une histoire inspirante, mais comme une preuve dans les arguments formels pour l'intégration militaire. Des membres du Congrès mentionnaient son nom dans les débats. Des militants des droits civiques utilisaient son histoire dans leur campagne. Le poids de son exemple grandissait après sa mort. Et lentement, l'institution commença à changer. En 1948, 5 ans après la mort de Miller, le président Harry Truman signa le décret exécutif 99981 ordonnant la déségrégation complète des forces armées américaines. Le décret ne mentionnait pas Doris Miller nommément, mais son exemple était là, dans les commissions qui étudièrent le sujet, dans les audiences qui débattirent de la politique, dans les preuves qui démontraient que les politiques raciales étaient obsolètes et préjudiciables. Pearl Harbor avait prouvé que le courage n'avait pas de couleur. Miller avait prouvé que la capacité n'avait pas de limite raciale. La marine accepta finalement ce que Miller avait démontré sur ce pont le 7 décembre 1941. Mais l'histoire ne se termine pas en 1948. En 1973, la marine commissionna l'USS Miller, un destroyer d'escorte en son honneur. C'était une reconnaissance significative, mais restait un navire relativement petit. Puis, en 2020, la marine des États-Unis fit une annonce qui choqua de nombreux analystes militaires. La prochaine classe de porte-avions nucléaires Gerald R. Ford serait nommée USS Doris Miller. Laissez cela vous pénétrer un instant. USS Doris Miller, CVN 81, un porte-avions nucléaire de 13 milliards de dollars. Le premier porte-avions américain nommé en honneur d'un marin noir. Le premier porte-avions américain nommé en honneur d'un marin de rang et non d'un officier. Le plus grand type de navire de guerre qui existe. Avec une mise en service prévue pour 2032, 90 ans après Pearl Harbor. La marine qui disait que les hommes noirs ne pouvaient pas gérer le combat a finalement nommé un porte-avions nucléaire d'après l'homme qui a bâti 4-0 sans formation. L'institution qui confinait Miller aux cuisines a finalement mis son nom sur un navire qui transportera 4500 marins de toutes les races. Le système qu'il utilisait comme propagande l'a finalement honoré d'une manière qui transcenda toutes les intentions originales. Mais la vérité sur Doris Miller reste complexe. Son héroïsme était réel et extraordinaire. La reconnaissance de la marine était sincère, mais aussi intéressée. Et son héritage transcenda les intentions de la marine, forçant des changements bien au-delà de ce que la propagande prévoyait. L'histoire de Miller révèle un schéma plus large sur la façon dont les institutions résistent au changement jusqu'à ce qu'elles y soient forcées. Comment l'héroïsme authentique ne peut pas être contenu par des politiques créées pour le supprimer. Comment l'excellence individuelle devient un catalyseur pour la transformation systémique. Le 7 décembre 1941, la marine disait que les marins noirs ne pouvaient pas gérer le combat. Miller a bâti 4-0 sans formation. La marine a finalement nommé un porte-avions en son honneur. Parfois, le refus d'une personne d'accepter les limites change tout. La Navy Cross que Miller reçut en 1942 représentait une reconnaissance stratégique. Le porte-avions USS Doris Miller qui naviguera en 2032 représente quelque chose de différent. L'admission institutionnelle que ce cuisinier avait raison et que le système avait tort. Que le courage n'a pas besoin de permission. Que l'héroïsme n'a pas besoin d'approbation. Et qu'une personne prête à agir au moment critique peut forcer une institution entière à reconnaître des vérités qu'elle a préféré ignorer. Doris Miller n'a pas changé la marine parce qu'il a demandé la permission. Il a changé la marine parce que, lorsque les mitrailleuses devaient être opérées, il les a opérées. Et cette action unique, à ce moment critique, a déclenché des conséquences qu'aucune politique ne pouvait contenir. Si cette histoire a remis en question ce que vous pensiez savoir sur la Seconde Guerre mondiale,
Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur les innovations inattendues qui ont changé l'histoire. Parce que parfois, ce sont exactement les personnes qui dépassent les règles qui comprennent vraiment ce qui doit être fait.